l'intelligence de la politique gaulliste, c'est se rapprocher de l'Union soviétique pour gagner de la marge de manœuvre sans toutefois rompre avec les États-Unis. C'est-à-dire c'est une volonté politique de développer des axes de coopération sur des points précis qui justement déterminent la force de l'État. L'espace, l'armée. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Votre livre, Un quinquennat pour rien, votre livre, comme celui de Philippe de Villiers d'ailleurs, part d'un postulat simple, l'islam est incompatible avec la démocratie, avec la laïcité, avec la République, avec la France. Et ces livres sont en tête des ventes. Est-ce que cela veut dire que finalement, cette thématique-là a trouvé un retentissement au sein du peuple français? Est-ce qu'il y a une prise de conscience à travers vos livres du peuple français sur ce défi de l'islam? Il me semble, c'est compliqué à dire. Si vous voulez, je pense qu'il y a une lente évolution, une lente maturation, qu'on y contribue, mais que c'est pas nous qui l'accouchons, qui l'accomplissons. Je pense que c'est plutôt les gens qui nous choisissent, qui me choisissent. Vous voyez, ils m'écoutent, ils se disent « Ah bah oui, c'est je pense confusément comme ça ». Vous voyez, je ne pense pas, je pense que c'est un grand mythe de la gauche, ça, qui croit que c'est l'extérieur, le guide, qui va forger la conscience populaire. Moi, je crois que c'est l'inverse. C'est-à-dire que la conscience populaire, elle existe, elle préexiste, elle est latente, parce qu'elle n'arrive pas toujours à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, mais elle existe. Et quand on vient avec les mots, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X, ce que je disais déjà pour le suicide français, quand on me demandait mais pourquoi un tel succès, voilà, et bien là, les gens se disent ah bah oui, celui-là je pense comme lui. Vous voyez, moi je pense que le rôle de l'écrivain, de l'intellectuel, du journaliste, tout ce que vous voulez, c'est plutôt ça. C'est plutôt cristalliser ça. Qu'on dise ah bah oui, c'est ça que je pense, et il dit exactement ce que je pense. Je crois que c'est dans cette... Bon. Donc il y a effectivement une maturation qui a évidemment été accélérée par les attentats. Mais si vous m'avez bien lu, je suis sûr que vous m'avez bien lu, vous avez remarqué que pour moi, ce ne sont pas les attentats qui déterminent tout. Pour moi, les attentats ne sont même pas l'essentiel. Je pense que nous vivons... Vous savez, le triptyque que je décris, invasion, colonisation, conflagration. Les attentats ne sont que le troisième pôle de ce triptyque. Et pour moi, les deux premiers sont beaucoup plus importants. Invasion, colonisation. Donc, ça, je pense que ce triptyque-là, toute la France le vit. Tous les gens qui ont été chassés des banlieues, tous les gens qui ne vivent pas en métropole, qui vivent dans les métropoles, je veux dire, et tous les gens qui vivent dans les métropoles, même. Tous les gens voient le changement de paysage humain de la France, le grand remplacement, comme dit Renaud Camus. Tout le monde le voit. Il n'y a pas besoin de... Vous voyez, c'est pas moi qui leur montre et qui les accouche. Non, tout le monde le voit. Simplement, moi, ce que je voulais faire, c'est mettre une analyse historico-rationnelle, je dirais, sur ce phénomène. Et toutes les analyses que je lisais ne me satisfaisaient pas. Alors, vous parlez de ce triptyque, on va revenir dessus régulièrement, mais sur ce triptyque, il y a une classe politique qui est totalement finalement hermétique à votre propos. Si on prend l'arc de Mélenchon à Marine Le Pen, tous refusent l'idée de l'impossibilité d'un islam de France. Et comment vous expliquez-vous ce refus? Alors, il y a plusieurs raisons, je pense. Il y a d'abord, philosophiquement, un double refus. Le refus de la spiritualité et le refus de l'essentialisme. Je m'explique. Pour toute notre classe politique d'aujourd'hui, je pense que ce n'était pas le cas pour nos prédécesseurs, pour leurs prédécesseurs, l'homme est avant tout un homo economicus et c'est avant tout un consommateur. Vous savez, j'ai été journaliste politique classique. Je le suis beaucoup moins maintenant, je travaille différemment, mais je l'ai été. Donc j'ai côtoyé des hommes politiques de tous les bords, de la gauche, de la droite, du Front National, de tous les bords. J'ai discuté avec eux pendant des heures, ça m'intéressait d'ailleurs, il y avait des gens très intéressants, d'autres moins.
Et ce qui m'a frappé, à part une ou deux exceptions près dans les vieux, et encore, c'est qu'à chaque fois qu'on abordait ce sujet, la réponse c'était « mais t'inquiète pas, ils voudront consommer des Nike ». Je le raconte dans le livre. Cette phrase m'a frappé parce qu'elle m'a été répétée des centaines de fois. Et c'était toujours l'exemple des Nike qui revenait. C'est drôle d'ailleurs. Comme quoi, vous voyez, cette marque de tennis est très... C'est plus que Coca-Cola. Vous voyez, dans notre génération, c'était Coca-Cola. Depuis les années 80, c'est Nike, qui est le symbole de la consommation. Ça va peut-être changer, hein, mais voilà. Donc je pense que ça, c'est un matérialisme qui les empêche de voir que l'homme est d'abord un être spirituel et que l'islam répond à cette quête spirituelle, même si tous les gens d'aujourd'hui veulent aussi consommer des Nike. Ouais, bon. Deuxièmement, il y a le refus de l'essentialisme. Ça, c'est très frappant. À quel point, de gauche comme de droite, alors qu'avant c'était vraiment la spécificité de la gauche, cet existentialisme sartrien, vous savez, on fait ce qu'on doit faire, ce qu'on a fait de nous. Vous voyez, cette auto-création de soi, qui est vraiment une philosophie d'après-guerre, née de la Révolution, bien sûr, mais surtout depuis 1945, etc. Et cet existentialisme inconscient, puisque pour la plupart, ils ne savent pas, est le propre de notre classe politique et de nos élites en général. Et donc, pour eux, toute personne, il n'y a pas de décence, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de race, encore moins, parce que c'est un mot tabou, il n'y a même pas de civilisation. Vous voyez, il n'y a que des êtres humains abstraits qui sont interchangeables et qui peuvent devenir français, n'importe qui pouvant devenir français. On n'a pas besoin de s'assimiler de l'histoire de France, la culture française, etc. Tout doit marcher. Et moi, si vous voulez, c'est quelque chose qui me prend un peu à rebrousse-poil parce que spontanément, cet existentialisme, cet anti-essentialisme ne me choque pas, puisque moi je ne suis pas, comme je le dis souvent, mes ancêtres n'étaient pas là aux croisades, ils n'étaient même pas là à la charge de cavalerie de Murat à Eylau, je le regrette. Vous voyez ce que je veux dire, je suis un Français de branche, pour reprendre cette comparaison avec Français de souche. Moi, justement, j'ai fait ce travail existentialiste d'assimilation. Hein, je viens d'une autre culture, d'une autre ère géographique, d'une autre civilisation. La France m'a colonisé, et je la bénis de m'avoir colonisé. C'est ça la différence, vous voyez. Et mes grands-parents, mes parents ont fait ce travail lent d'assimilation, comme on faisait avant, comme toutes les immigrations le faisaient avant. Donc je peux entendre leur discours anti-essentialiste, vous comprenez. Personnellement, il me touche, puisqu'il me concerne. Mais je pense, et c'est là où je crois avoir une longueur d'avance sur eux tous, c'est-à-dire que je pense que nous sommes arrivés au bout de ce système. Et on va en parler sans doute, mais je pense que là, c'est la phrase du général de Gaulle, on ne peut assimiler des individus, pas des peuples. Et aujourd'hui, on a un peuple dans le peuple, et qui a pour modèle l'islam. C'est tout. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment plutôt que la classe politique a accepté l'idée qu'il y avait un peuple dans le peuple et qu'il y a une distinction? Vous êtes un journaliste, un écrivain, vous n'êtes pas aux responsabilités, et les politiques aujourd'hui sont aux responsabilités. Et comme ils disent, on veut dire au pouvoir. Oui, aux responsabilités. C'est un mot très révélateur. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'ils ne veulent pas tout simplement maintenir la paix civile? Alors, voilà. C'est exactement ce que j'allais vous dire dans une troisième partie. C'est l'obsession de la paix. C'est-à-dire que jusqu'à la génération de général, la guerre est une autre façon de faire de la politique. La guerre internationale et la guerre civile même, puisque la France est une grande histoire des guerres civiles. Aujourd'hui, vous avez tout à fait raison, la paix est devenue l'ultima ratio de toute la classe politique. Et donc, l'obsession de la guerre civile les hante. Et d'ailleurs, ça c'est le côté noble. Le côté moins noble, c'est une certaine lâcheté en disant « après nous le déluge ». Tant qu'on est là, nous, on tient comme ça, et puis après, ils se débrouilleront. C'est le côté moins noble, qu'ils ont tous aussi. Il y a les deux. Comme d'habitude, vous savez, dans les êtres humains, il y a du noble et du moins noble. Bon. Donc, ils sont obsédés par ça. Ils ne voient pas, si vous voulez, que la guerre est parfois en balance avec la soumission.
Après tout, les résistants en 41, 42, ils font de la guerre civile. Et Vichy n'a pas tort de dire qu'il pousse à la guerre civile. Mais oui, c'est la guerre civile ou la soumission à l'Allemagne nazie. C'est un choix. Si vous voulez, il y a toujours eu des choix comme ça. Aujourd'hui, je pense que philosophiquement et psychologiquement, notre classe politique accepte la soumission. Tout plutôt que la guerre. Oui, comme on disait dans les années 30. C'est le reproche qu'ils vous font alors. Le reproche qu'ils vous font finalement, c'est d'apporter la guerre. Oui, c'est ce que j'étais surpris quand vous avez été condamné. Vous avez été condamné par la Cour d'appel de Paris à 3 000 € d'amende pour provocation à la haine raciale. Et j'ai relu le texte de la procureure. Du procureur Annabelle Philippe. Elle a dénoncé des propos, je crois, stigmatisants, sans nuance et visant l'ensemble de la communauté musulmane. Et ça, c'est un reproche qu'on vous fait souvent. En fait, comment on peut arriver à dire les choses sans opposer les musulmans au reste des Français ? Tout simplement, si vous voulez, je ne sais pas comment on dit. Moi, j'essaye de dire à ma manière. J'essaye de dire en faisant fi des querelles judiciaires. Après tout, normalement, ces questions-là ne devraient pas être résolues par la justice. Nous avons la législation la plus liberticide de toutes les grandes démocraties, qui n'existe pas en Angleterre, qui n'existe pas en Italie, qui n'existe pas aux États-Unis. Il faut savoir que nous ne sommes plus une démocratie libérale au sens de liberté. Il y a le régime le plus liberticide d'opinion en France. Voilà. Donc, bon, je fais avec. Vous savez, quand je suis en procès, maintenant, il y a mon avocat, puis moi, je me défends, j'explique ma position. Je pense, vous savez, à propos de ça, à propos de votre question, que c'est assez simple. En fait, on confond la cause et les conséquences. Vous savez, il y a une très belle phrase de Jacques Bainville, que j'ai reprise d'ailleurs lors de mon dernier procès, en m'adressant au procureur. Donc, parce que je savais exactement ce qu'elle pensait et ce qu'elle allait dire. Il y a une phrase de Jacques Bainville à qui on a beaucoup reproché aussi dans les années 20 et 30 disait-on à l'époque, de pousser à la guerre avec l'Allemagne. En fait, il ne faisait qu'expliquer que la guerre était inéluctable. Parce que justement, on avait fait un mauvais traité de Versailles, pas assez dur pour ce qu'il avait de mou et pas pour ce qu'il avait de dur et trop mou pour ce qu'il avait de mou. Enfin, vous connaissez le mot célèbre. Donc, il expliquait que l'Allemagne allait se refaire et qu'on était affaibli et qu'elle allait nous attaquer et nous écraser. C'est exactement ce qui s'est passé. Tout ce qu'il avait prévu est arrivé. La remilitarisation de la Rhénanie, l'Anschluss, les Sudètes, etc. Bon. Qu'est-ce qui se passait à l'époque quand il écrivait ça ? On lui disait pas « vous faites une analyse juste de ce qui va arriver ». Non. Vous posez un diagnostic bon ? Non. On lui disait « vous poussez à la guerre avec les Allemands ». C'est exactement la même chose. Et donc il répondait « les démocraties ont l'habitude de reprocher à ceux qui annoncent les événements de les avoir causés ». Voilà, c'est exactement le procès qu'on me fait. Est-ce que vous n'êtes pas un pousseur de guerre néanmoins, voire même un provocateur? Parce que vous connaissez le système dans lequel vous vivez, dans lequel vous évoluez, vous me l'avez dit à l'instant, depuis des années et des années. Et alors, par exemple, vous dites à un moment donné la nécessité de réinstaurer la discrimination. Vous dites discriminer, c'est choisir. Mais enfin, vous savez bien qu'aujourd'hui, pour entendre ce genre de choses, il faut avoir le cuir épais parce que les gens ne sont pas habitués à entendre cela. Et c'est un peu pour ça peut-être que vous obtenez le statut d'ennemi public numéro 1. Donc vous êtes si fier dans votre publicité? Je trouvais ça amusant, cette publicité. Je trouvais ça moi, quand je trouve quelque chose d'amusant, c'est toujours un bon point. C'est aussi une provocation. Absolument. Non, ça c'est une provocation. C'est même pas de moi. Hein. C'est de l'éditeur et elle était très drôle et évidemment je l'ai acceptée. Non. Plus profondément, idéologiquement, si vous voulez, il y a eu un livre d'un juriste, un grand juriste, Jean-Louis Harwell, qui explique exactement la même chose. Si vous voulez, c'est la question des droits de l'homme, c'est la question des juges européens et français. Aujourd'hui, nous sommes sortis de l'épure traditionnelle des droits de l'homme. C'est la vraie question, elle n'est pas provocatrice du tout. Il y a certains juristes qui se posent cette question. Il y a le professeur Lavaux qui dit que les juges d'aujourd'hui se sont arrogés une fonction prophétique. Vous voyez, je ne suis pas le seul. Simplement, je suis le seul à être entendu par les masses, comme on disait dans les années 60. C'est ça la différence.
mais il y a des gens compétents, réfléchis, des grands juristes qui s'alarment de cette évolution du droit et de ce qu'on appelle pompeusement l'état de droit. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de l'homme, je vous renvoie au dernier livre d'Hervé Juvin, par exemple, L'économie du désir, qui dit exactement la même chose, que les droits de l'homme, la conception des droits de l'homme d'aujourd'hui, on est sorti de l'épure traditionnelle, que ce n'est plus la protection des individus contre un pouvoir arbitraire, hein, comme c'était depuis la Magna Carta et le habeas corpus, etc. Vous voyez, les conceptions naturelles des droits de l'homme, même la déclaration des droits de l'homme et citoyens, c'est une autre discussion, mais au moins, il y a la protection de l'individu contre un pouvoir arbitraire. Non, aujourd'hui, la conception des droits de l'homme, c'est le règne tout-puissant, absolu, de l'individu qui s'auto-crée, l'auto-création de soi-même, et qui détruit toute société, toute nation. Vous comprenez? Et c'est ça que les juges défendent. Et dans cette auto-création de l'individu permanent qui s'autorise tout, qui est roi du monde, qui fait fi des milieux culturels, des milieux sociaux, des héritages, vous voyez, des enracinements, des histoires millénaires de vieilles nations comme la France, mais pas seulement la France, hein, dans tous les pays. Bon. Et dans cela, dans cette religion des droits de l'homme, comme a dit Marcel Gauger il y a 30 ans, encore une fois, je ne suis pas le tout seul, Régis Debray lui-même a condamné cette religion des droits de l'homme, vous voyez, des gens de gauche. Bon. Qu'est-ce qui se passe? La nouveauté que beaucoup ne veulent pas voir, c'est que l'islam s'enfonce là-dedans et au nom des droits de l'homme impose la visibilité dans l'espace public, impose le régentement de l'espace public, des populations dans de nombreuses aires géographiques. Vous voyez? Et quand, par exemple, on leur dit « mais vous n'avez pas le droit de mettre un burkini, mais vous n'avez pas le droit de mettre le voile aux femmes, mais vous n'avez pas le droit de vous habiller comme au 7e siècle », ils répondent « liberté individuelle ». Liberté individuelle, droit de l'homme. Or, vous avez bien compris que c'est un système qui organise la vie de façon tyrannique, totalitaire, qui enserre. L'islam, c'est un système politico-judiciaire qui enserre la vie des individus, qui ne reconnaît pas le droit de la personne à s'autonomiser, mais qui a très bien compris que la faiblesse des sociétés occidentales, c'était cette nouvelle conception des droits de l'homme, cette religion des droits de l'homme. Et c'est la fameuse phrase d'El-Qaradawi, vous savez, le théologien égyptien des frères musulmans, « Avec vos lois démocratiques, nous vous dominerons, avec nos lois coraniques, nous vous dirigerons. » Donc, si vous voulez, c'est simple, le programme est simple. Et donc, si on ne remet pas en cause cette religion des droits de l'homme, eh ben, on aura la soumission à l'islam. Donc c'est le choix que j'essaye de poser. Vous savez, il y a une phrase... Vous le posez comme un observateur, mais pas comme un acteur, parce qu'à un moment donné, vous dites toujours sur cette question-là, mais il va falloir effacer la religion des droits de l'homme qui est depuis 40 ans. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est très simple, on sort de la Cour européenne des droits de l'homme. Au moins c'est simple. On impose une nouvelle réforme constitutionnelle pour empêcher le Conseil constitutionnel et les autres juridictions de se servir du préambule de la Constitution, la fameuse Déclaration des droits de l'homme, pour juger des lois, parce que c'était l'intention initiale du général de Gaulle et de Michel Debré. Il y a eu un putsch judiciaire en 1971, je le raconte dans Le Suicide français. On fait, quand on veut établir des lois, par exemple, je vous donne n'importe quoi, le regroupement familial, la suppression du regroupement familial est absolument interdite par la Convention européenne des droits de l'homme, par l'article 8. D'accord? Si on est sorti de la Cour européenne des droits de l'homme, on n'a plus rien à craindre de la Cour européenne des droits de l'homme, ni de condamnation, ni rien. Mais on peut faire des référendums. Parce que le juge, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, tous ces grands juges qui justement s'arrogent un rôle de prophète, comme dit le professeur Lavaux, il faut uniquement les combattre avec le référendum. Il n'y a que ça. Le référendum, c'est un peu le lit de justice, vous savez, des anciens rois avec les parlements d'Ancien Régime. Voilà, c'est la seule arme qui l'abat. Donc voilà, non, c'est simple à faire. Seulement, les politiques n'osent pas affronter les juges parce qu'ils n'osent pas affronter l'Europe, parce qu'ils n'osent pas affronter les médias. Tout ça, c'est un triangle assez simple. Alors, on parle toujours de triangle, on a parlé du triangle islamique,
invasion, colonisation et conflagration, les 3 pôles. Alors il y a un autre triangle qui est peut-être quand même moins dangereux, hein, encore que pour certains, c'est le triangle de la cause du peuple, c'est-à-dire celui que vous formez en 3 pôles, Zemmour, Villiers et Buisson. Bon, celui-là est quand même un peu moins dangereux. C'est 3 auteurs hein, qui se retrouvent pour affirmer, d'ailleurs, tous les 3, vous affirmez finalement dans les 3 livres qui ont paru depuis la rentrée, que la question de l'identité, elle est devenue centrale. C'est vraiment le fond de votre livre, en dehors des chroniques. Vous avez raison, vous avez raison. Or, lors de la primaire de la droite, cet entretien est enregistré avant les résultats de la primaire de la droite. Celui qui a tout misé sur l'identité, finalement, c'était Nicolas Sarkozy, qui a fait la ligne Buisson sans Patrick Buisson. Bien, il a échoué. Vous avez tout à fait raison. Et à travers lui, vous avez échoué. Non. Alors, d'après moi, je ne pense pas. Mais je vais vous dire pourquoi. Franchement, je l'ai analysé assez vite pendant la campagne. Qu'est-ce qu'a fait Nicolas Sarkozy? D'abord, il faut bien comprendre le contexte. Là où vous n'avez pas tort, et il ne l'avait pas vu, c'est qu'il y a eu une volonté, et d'ailleurs j'en ai été en partie victime médiatiquement, des médias, des politiques, des grandes chaînes de télé, d'occulter la question identitaire et la question de l'islam. Vous avez remarqué que les grands médias n'en parlaient plus pendant la campagne des primaires. C'est très intéressant. Et que le seul qui en parle, enfin ce ne fut pas le seul d'ailleurs, on va en voir. Celui qui en a parlé le plus violemment, c'est Nicolas Sarkozy. Mais comment l'a-t-il fait? Nicolas Sarkozy a 2 spécificités. D'abord, la première, c'est qu'il a déjà fait 2 fois cette campagne, en 2007 et en 2012, et qu'entre 2007 et 2012, il n'a absolument rien fait que parler. Il n'a donné aucune preuve de ce qu'il disait. Il n'a pas, comme je vous disais, arrêté le regroupement familial, il n'a pas supprimé le droit du sol. Il y a eu toujours 200 000 étrangers qui sont arrivés légalement en France par an. Il n'a absolument pas lutté... Il a créé un ministère d'identité. Voilà, un ministère, des mots qui est d'ailleurs, ils avaient peur de leur ombre, que ça soit Buisson d'abord, puis Hortefeux. Comment? Hortefeux. J'ai souvenir de 2 ministres qui avaient peur de leur ombre, donc qui ne risquaient pas de faire mal au politiquement correct et à l'idéologie dominante. Donc, si vous voulez, il n'a absolument rien fait. Ça, c'était ancré dans l'esprit de l'électorat. Et la deuxième chose, dans sa campagne, vous dites Buisson sans Buisson, mais justement, c'était Buisson sans Buisson. C'est-à-dire qu'il a fait ça avec... comment vous dire ça? Je dirais... il a fait ça grossièrement. C'est-à-dire que l'objectif tactique se voyait tellement qu'il en perdait toute crédibilité. Sur le fond, moi j'ai écouté les saillies qui ont le plus choqué les médias sur la double ration de frites et nos ancêtres les Gaulois. Quand vous écoutez les 2-3 phrases autour de ça, c'est tout à fait sensé ce qu'il dit. Quand il dit, moi mes ancêtres étaient hongrois et je n'ai pas appris ni la langue hongroise ni l'histoire de la Hongrie, j'ai appris la langue française et l'histoire de la France et j'ai la même histoire, exactement la même histoire que lui. Il a tout à fait raison. C'est comme ça qu'on fait des générations d'Italiens, etc. Quand il dit « je ne veux pas des tables à la cantine de musulmans, de juifs, etc. » Il a raison, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreuses banlieues. Enfin, il n'y a plus de table de juifs puisque en Seine-Saint-Denis, il n'y en a plus dans les établissements publics. Ils ont été chassés par la violence antisémite. Donc comme ça, c'est simple. Mais il n'a pas tort. Simplement, il le prend toujours par le petit bout de la lorgnette. Comme s'il voulait... C'est presque psychanalytique. Comme s'il voulait montrer que ce n'était que tactique. Je suis très frappé par ça. Et bien, tout le monde l'a compris. Tout le monde a compris qu'il faisait, selon sa fameuse expression, du gros rouge qui tâche. Tout le monde a compris qu'il faisait ça pour arrimer l'électorat populaire à la droite républicaine et le détacher du Front National. Tout le monde a compris et qu'en fait, il en riait. Et que dès qu'il était le dos tourné avec les journalistes ou avec même des hommes de gauche, il leur disait « Ah oui, mais je fais ça parce que sinon ça sera pire sans moi ». Vous voyez, tous ces antécédents tactiques étaient visibles. C'était d'ailleurs, c'est assez touchant presque chez Nicolas Sarkozy. C'est que tout se voit.
Est-ce que vous considérez que le peuple de droite a fait au premier tour, on ne connaît pas les résultats du second tour au moment où nous parlons, est-ce qu'il a fait quand même un bon choix? Parce que François Fillon sur l'islam a tenu aussi des propos assez c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. François Fillon a été plus malin. Si vous voulez, Fillon a, comme par hasard, alors qu'il ne tenait qu'un discours économique, 3 semaines ou un mois avant le résultat du premier tour, il a sorti de son chapeau un livre contre le totalitarisme islamique. Il n'a pas dit islamiste, il a dit islamique. Ça, on n'est pas nombreux à oser cette transgression. S'avouer, ça veut bien dire que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Moi, c'est ce que j'écris et que je développe et que je crois démontrer. Mais bon. Donc, il a expliqué qu'il y en avait assez de toujours plus de rigueur de la laïcité, de faire comme si toutes les religions étaient dans le même sac, alors qu'on sait bien que c'est l'islam qui pose les principaux problèmes. Il peut y avoir d'autres problèmes par de certains juifs, etc. Mais en tout cas, le problème majeur est posé par l'islam. Donc, il a écrit tout ça. Il l'a dit. Il a été assez subtil, je dirais, parce qu'en même temps, il ne s'est pas brûler les ailes. C'est que maintenant, comme il a gagné, qu'on lui sort tous ses écrits, etc. Mais sur le moment, il a été entendu de ceux qui voulaient entendre et il n'a pas été pris par la patrouille politiquement correcte. Pas encore. Donc pas encore. Ah bah si, maintenant c'est fini. Là, depuis son résultat du premier tour, et ça y est. Il n'y a qu'à voir les unes de Libé, du Monde, et que Juppé relaye complaisamment. Mais c'est une autre histoire. Est-ce que vous considérez aussi sur cette primaire que, d'un autre côté, la gauche est absolument absente, mais pourtant, François Hollande, à travers ses confidences, vous a donné quand même quitus en disant il y a un problème avec l'islam. Non mais il a fait mieux, si vous me permettez. C'est ce que j'allais vous dire dans votre première question, et puis vous savez, sur la classe politique, sur le manque de lucidité, et puis on est parti sur autre chose. C'était assez extraordinaire d'ailleurs. On a vite étouffé cette histoire. Mais il dit, il y a un problème avec l'islam, il dit, il y a trop d'immigrés, et il dit, et ça, je croyais être le seul à l'écrire, donc j'étais assez content de voir un collègue, il dit, ça finira par une partition. Moi je dis une sécession, chacun ses mots. Mais la partition, on sait ce que c'est. C'est le Liban, c'est la Yougoslavie, c'est la guerre. Soit on accepte la partition, soit on fait la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez simple historiquement. Et moi, ce qui m'a sidéré, une double sidération. La première, c'est qu'il y ait d'une lucidité absolue. Mais je me dis, c'est la moindre des choses. À la tête de l'État, il est quand même informé. Il sait qu'il y a des dizaines et des dizaines de Molenbeek en France où les forces de police ne rentrent pas, où la loi, on dit c'est des zones de non-droit. Ce pas des zones de non-droit, c'est des zones de droit islamico-caïd. Vous voyez, c'est-à-dire une vague règle islamique s'applique, les jeunes femmes ne peuvent pas avoir des mini-jupes, sinon on les gourmande, sinon il y a une espèce de couvre-feu, on ne peut pas, les habitants ne peuvent pas sortir après telle heure, ils ne peuvent pas rentrer après telle heure, les policiers ne rentrent pas car c'est les forces des caïds du trafic de drogue qui règlent la police, de plus en plus de gens sortent en habits islamiques, sinon ils sont mal vus. On ne peut pas acheter des alcools dans les commerces parce que sinon on est insulté et morigéné. Tout ça est la réalité dans de très nombreux quartiers en France et en Angleterre. On ne le dit jamais, mais à Londres, je le raconte dans mon livre, à Londres, il y a dans certains quartiers de Londres des jeunes gens qui se baladent avec des t-shirts police islamique. Islamic Police en bon anglais. Vous voyez, tout ça existe. Donc j'imagine que si je le sais, François Hollande le sait encore mieux que moi. C'est évident. Donc ce qui est frappant... Vous ne méritez pas la charge que vous lui faites dans ce quinquennat pour rien, finalement. Si, parce que moi, qu'il le sache, c'est bien. Mais normalement, il est là pour éviter la partition qu'il craint et qu'il annonce. Je ne sais pas, moi si j'étais président de la République, je ferais tout pour éviter, pour nos enfants, cette partition. Ça me paraît son rôle. S'il y a un rôle, c'est ça. Il peaufine sa stratégie d'être un nouveau candidat, peut-être, pour éviter cela. Non, il est à nouveau maintenir la paix, cette fameuse paix civile. Mais oui, mais si vous dites, tout ça finira par une partition,
Ça veut dire que vous acceptez la partition. C'est notre discussion de tout à l'heure. Pour éviter, pour préserver la fameuse paix civile, vous acceptez que la France soit disloquée. C'est un choix. Ah, il y a un dernier point politique dans votre ouvrage, c'est l'attaque, quasiment l'attaque sur le Front National. Alors, avec beaucoup de reproches, vous dites, premièrement, déjà que Philippot, c'est comme Mélenchon, qu'ils n'ont rien compris parce que, globalement, ils mènent la bataille de la souveraineté, que celle-ci, elle est perdue depuis Maastricht, et qu'on peut quand même vous répondre qu'il n'y a pas d'identité sans souveraineté, que la bataille de la souveraineté, elle n'est pas forcément perdue. Je ne dis pas qu'elle est perdue. Je dis que la bataille... Elle est perdue. Oui, elle a été perdue il y a 25 ans. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas être reconquise. Je le dis. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il faut essayer de mener les batailles les plus urgentes. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que la bataille pour la souveraineté n'est pas indispensable. Je dis que aujourd'hui, malheureusement, je le regrette, on n'est plus en 1992, on n'est plus lors du référendum sur Maastricht, qu'on a perdu cette bataille-là, je m'en souviens très bien de cette bataille-là, qu'on a perdue, et qu'aujourd'hui, le front, c'est l'identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons, avec la démographie, avec les frontières ouvertes, avec toutes les législations qui nous empêchent de bloquer tout ça, qui nous empêchent d'assimiler aussi, parce qu'il faut bien comprendre que dans le cadre européen multiculturaliste, nous ne pouvons même plus assimiler ceux qui voudraient être assimilés, et que le Conseil d'État, par exemple, on parlait de juges tout à l'heure, le Conseil d'État prône une France inclusive, c'est-à-dire inclusive, ça veut dire même pas l'intégration, qui est déjà moins que l'assimilation. Mais l'inclusion, ça veut dire que chaque communauté s'organise comme elle veut et que les Français de souche doivent s'adapter aux nouvelles cultures qui s'installent sur le sol français. C'est ça, la France inclusive. C'est la partition. Bon. Donc, moi, si vous voulez, comment vous dire ça, quand vous me dites le Front National, je n'attaque pas, j'attaque le Front National parce que je pense qu'il se trompe de combat. Je pense qu'aujourd'hui, quand Marine Le Pen dit l'islam est compatible avec la République, elle a tort, elle se trompe. Et voilà. Mais c'est toujours pour éviter, pour protéger ce qu'elle croit être la paix civile. Je pense qu'elle n'y arrivera pas. Je pense que c'est un leurre. Je pense que c'est comme, je vous dis, mon exemple avec Bainville et les années 30. Vous savez, c'était, je crois, le mot de Churchill très drôle, de dire quand, face à un régime totalitaire, on nourrit le crocodile pour être mangé le dernier. Vous savez, il y a un mot comme ça. L'apaisement, c'est ça. Voilà, l'apaisement. Elle a pris comme slogan la France apaisée. Ah oui, le mot de Churchill, c'est l'apaisement, c'est donner à manger au crocodile pour être mangé le dernier. Oui, vous dites, ça rapproche l'histoire à la politique d'apaisement de Chamberlain face à Hitler. Oui, c'est pas un cadeau que vous lui faites. D'accord, mais c'est le mot qui est choisi. Elle a choisi un autre slogan de campagne qui est au nom du peuple. Alors, oui, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux au nom du peuple. Parce que effectivement, là où c'est beaucoup mieux au nom du peuple, mais je pense qu'elle m'a peut-être entendu. Après tout, on est là pour discuter, pour faire progresser les uns et les autres, nous tous. On progresse par nos échanges réciproques. Moi j'écoute ce qu'on me dit, j'écoute ce qu'on dit, je lis, etc. Je pense qu'au nom du peuple, c'est un meilleur choix pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a une offensive décisive contre les peuples. C'est-à-dire que les peuples, au nom d'un universalisme droit de l'hommiste, on y revient toujours, sont sommés de se dissoudre dans un magma mondial, pseudo-universel, de grands consommateurs, hein, pour reprendre la discussion de tout à l'heure avec nos Nike, et qui, les peuples n'existent pas. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez remarqué dans toutes les interviews, c'est très intéressant, on parle de fiction de peuple. Ça m'a beaucoup frappé. C'est une fiction aujourd'hui. On estime, les bien-pensants estiment que c'est une fiction. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, avec le Brexit, avec Trump, il y a une volonté de délégitimation du peuple et ce qui est derrière le suffrage universel. C'est-à-dire que les élites nous disent c'est les abrutis qui votent Trump, c'est les abrutis qui votent Brexit. Donc ils ne méritent pas de voter. Nous sommes revenus aux discussions au temps de Guizot et de Louis-Philippe sur le suffrage censitaire. C'est édifiant. Donc là, si vous comprenez que si vous détruisez la légitimité du peuple, vous détruisez sa légitimité à voter et à imposer des lois aux juges, à Bruxelles, etc., à se protéger. Qu'est-ce que c'est que le populisme ?
le populisme. C'est une insulte dans la bouche des bien-pensants. Mais qu'est-ce que c'est en vérité? C'est la tentative des peuples de ne pas mourir. Voilà, donc il y a une guerre à mort. Il y a une guerre à mort menée par des élites mondiales, mondialisées, comme disait Chevènement, qui ont réorganisé l'économie mondiale en fonction de leurs intérêts et en fonction de leur univers de vie, c'est-à-dire les grandes métropoles où toute la richesse arrive, c'est économique aussi, et qui ont fait venir un peuple de remplacement pour leur servir de livreurs de sushi, de livreurs de pizza, de nounous pour leurs enfants, etc. Parce que les peuples de souche, les Français, les Anglais, les Italiens, les Allemands, ne voulaient pas ces travaux-là. On disait toujours, ah ben ils ne veulent pas travailler. Non, ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas ces travaux-là. Ils sont le produit de siècles de lutte, de conquête sociale, de conquête nationale, de guerre, contre lesquelles ils ont obtenu certaines choses. En revanche, les peuples du Sud, qui sont en plus animés par un dynamisme démographique, eux n'ont jamais connu ça. Donc ils sont très contents déjà d'arriver dans les métropoles occidentales et de servir de livreurs de sushi, etc. Donc, vous comprenez bien, la logique économique, elle est simple. Il y a un peuple qui est de trop, et il y a un peuple qui ne demande qu'à venir à la place. Et bien voilà, les élites occidentales font ce travail-là. Je reviens une dernière fois avant quelques points et de conclure. Votre trio de la cause du peuple, je reprends Zemmour, Villiers, Buisson, la presse dit que vous réunissez régulièrement, il donne même le nom du café. On le fera peut-être pas là pour pas qu'il y ait trop de monde à la prochaine réunion. Mais est-ce que les uns et les autres, vous vous dites finalement que la case 2017, 2017, elle est à franchir? Patrick Buisson m'a dit par exemple que dans l'espace-temps finalement, 2017 c'était très court et qu'il fallait se projeter. Et quand vous dites les menaces qui sont les nôtres, les mots qui sont les nôtres, quand on parlait de partition, est-ce que finalement il ne faut pas choisir Mélenchon, choisir Le Pen? Finalement Le Pen elle dit qu'elle souhaite le référendum, l'Europe, la révision de l'Europe, de l'euro, de Schengen. Vous êtes d'accord? C'est la conclusion de votre ouvrage. Il ne faut pas choisir quelqu'un, ou est-ce qu'il ne faut pas se lancer au lieu de regarder? Non, mais vous pointez très bien notre paradoxe. Je dis ça, je coupe parce qu'il y a des gens qui ont pensé que Zemmour pouvait être candidat à la présidence de la République. Je l'ai entendu, on me l'a souvent proposé, c'était très affectueux d'ailleurs, et j'ai été très sensible parce que c'est toujours agréable de vous dire que vous pouvez changer les choses, que des gens croient en vous pour améliorer et pour sauver une situation. Donc, bon. Mais vous avez raison, si vous voulez, notre diagnostic, c'est compliqué, je ne veux pas parler au nom de mes deux camarades, mais si vous voulez, je ne crois pas les trahir en disant que nous pensons que nous sommes dans une impasse politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la logique politique partisane qui va avec la logique idéologique, sociologique qui s'impose aujourd'hui. C'est ça notre problème, c'est ça mon problème en tout cas, moi c'est ça que je dis. Je pense que Marine Le Pen est à la fois un morceau de la solution et un morceau du problème. C'est-à-dire Comment ? C'est-à-dire c'est simple, c'est-à-dire que elle a à la fois l'électorat populaire, elle a le premier parti des classes populaires, donc on ne fera rien sans le Front National et rien sans Marine Le Pen, et en même temps, elle coalise contre elle 70% de la population. Or, le paradoxe, c'est que quand vous voyez les études d'opinion, les sondages sur l'identité, sur l'islam, sur l'identité nationale, la France, etc., tous ces thèmes-là, vous avez 70%, vous m'entendez, donc ça va bien au-delà de la droite et du Front National ensemble, qui sont en gros sur une ligne très inquiète. Vous voyez, très patriotique, très national, qui s'inquiète beaucoup de l'islam, etc. Vous voyez, ces deux 70% s'entrechoquent. Contre Marine Le Pen, il y a 70% des gens, on l'a encore vu lors des régionales, on le verra peut-être à la présidentielle, je n'en sais rien, et vous avez en même temps 70% qui sont sur une ligne qu'on pourrait croire celle de Marine Le Pen. Donc vous voyez, c'est ça ce que j'appelle l'impasse politique. Alors, comment on sort de cette impasse politique? Je vous avoue que je n'en sais rien. J'ai pensé, avant la victoire de Fillon au premier tour de la primaire, que cette élection de 2017 ne servait à rien et que c'était un coup pour rien, et que simplement le seul intérêt de cette élection de 2017, c'est d'accélérer le rassemblement
de la gauche et de la droite, de tous les libéraux, dans un seul parti, c'est-à-dire de Juppé à Macron, passant par Valls, je pense que en passant par NKM, tous ces gens pensent la même chose globalement. Il y a vraiment des détails infinitésimaux pour les séparer. C'est le Marais. Non, vous savez ce que je crois? C'est le retour du libéralisme à sa terre d'origine, la gauche. Le libéralisme avait été déporté à droite à cause du communisme, mais il est né à gauche au XIXe siècle, Benjamin Constant, etc., etc., et il revient à gauche. Donc ces gens-là vont revenir à gauche. Et donc ça libère l'espace pour une droite, si vous voulez, comment vous dire ça? On va pas dire décomplexé. Catholico-bonapartiste. Non. Ce que la droite a raté au XIXe siècle, c'est-à-dire l'alliance des droites monarchistes, catholiques, bonapartistes, et vous voyez, ces droites-là qui se sont déchirées, qui n'ont pas réussi à accoucher comme en Angleterre d'un conservatisme intelligent, vous voyez, et c'est toute l'histoire de France, l'échec de la monarchie après 1875, etc. Vous voyez, je pense que là, il y a peut-être une occasion, de nouveau, de retrouver une droite, je vous dis, catholico-bonapartiste, pour essayer de... Et Fillon, c'est intéressant le schéma Fillon, parce que ce n'est pas encore ça. Mais on voit bien qu'il y a une espèce de conservatisme libéral qui se cherche. Je ne dis pas qu'il va aller au bout, je ne dis pas que ça a réglé tous les problèmes, parce qu'au contraire, l'électorat populaire ne s'est pas déplacé pour lui. Il faut bien comprendre ça. Allez, les derniers points, rapidement. Et merci une nouvelle fois de nous accueillir aussi longuement. Mais les dernières questions, elles sont moins sur votre livre que sur vous-même. Est-ce que vous considérez qu'il y a en France une accélération de la restriction de les libertés publiques, tout particulièrement de la liberté d'expression? Quand on voit que vous êtes poursuivi pour des propos et des incitations à la haine raciale contre les musulmans, et que vous êtes aussi victime d'une enquête préliminaire pour votre apologie de terrorisme en faveur des musulmans. Donc, à tous les coups, il faut qu'ils se mettent d'accord, voilà. Est-ce que vous ressentez ça? Oui, bien sûr. Si vous voulez, je ressens bien cela, d'autant plus personnellement que j'ai bien vu la différence entre le traitement médiatique qu'avait suscité le suicide français et le traitement médiatique que suscite ce livre. Dans le suicide français, on l'a assez dit. Moi, on a assez dit que j'étais sur tous les plateaux, ce qui était faux. Il y a des gens qui n'ont jamais vendu plus de 2000 exemplaires et qui étaient plus invités que moi. Mais c'est vrai que j'ai été invité largement, que j'ai été invité à des grandes émissions sur le service public, qui ont fait beaucoup d'audience. Si vous voulez, tout le monde se retrouvait. Moi, j'arrivais à promouvoir mes idées et mon livre, et les gens qui faisaient les émissions faisaient beaucoup d'audience. Manifestement, cet accord est rompu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la télévision, et en particulier dans le service public, on a ordre de ne pas m'inviter. C'est net, clair, et j'en ai entendu parler. Donc, si vous voulez, on voit bien que les principes d'audience, d'intérêt du public, sont volontairement sacrifiés pour des raisons idéologiques. On estime que je ne dois plus pouvoir parler à la télévision. Et or, à part mes employeurs, c'est-à-dire RTL et Le Figaro, et le groupe BFM, à qui je veux rendre hommage, qui m'invite, vraiment sans barguigner, qui accepte le désaccord, qui accepte le conflit, qui accepte la confrontation intellectuelle. Les autres ont refusé systématiquement de m'inviter. Donc je vois bien, si vous voulez, l'enfermement, c'est normal d'ailleurs, si j'ose dire, c'est logique, à défaut d'être normal, puisque la population prend de plus en plus conscience des réalités que je décris. Donc il faut de moins en moins qu'on leur dise. Est-ce que vous êtes sensible quand, par exemple, dans un journal, il y a un journaliste qui vous traite de gourou, de l'ultra-droite au discours toujours plus nauséabond, je le cite, et surtout il se plaint que vous teniez encore chronique dans les radios et les plateaux télé. Est-ce que vous pensez que la condamnation de télé après votre éviction, puisqu'ils ont été condamnés pour les méthodes qu'ils ont utilisées, est-ce que vous considérez que ça peut mettre quand même un coup d'arrêt à ce genre de propos? Non. Ça ne mettra absolument pas un coup d'arrêt, ils continueront à demander ma tête, ils ont continué, vous savez, à iTélé, c'est la rédaction qui a demandé ma tête. À RTL, c'est la rédaction qui demande ma tête régulièrement, et je rends hommage à la fermeté et à l'honneur des dirigeants de cette station, qui n'ont jamais cédé, mais si vous voulez, parce qu'ils ont une haute idée de leur station, de la liberté d'expression et de leur public.
Voilà. Et de l'honneur aussi, puisqu'ils ont une conception haute de l'honneur. Bon, il faut leur rendre hommage, mais je ne sais pas combien de temps ça tiendra effectivement. Je pense qu'ils vont continuer. Vous savez, j'ai même eu un papier dans l'Express avec une interview de mon éditeur intitulé « Zemmour impubliable ». Donc impubliable sans point d'interrogation. Et là aussi, je rends hommage à mon éditeur qui a renvoyé ses censeurs à leurs obsessions. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a une volonté, oui, de m'interdire partout et de me faire perdre. Mais vous savez, Dominique Sopo, le patron d'SOS Racisme, l'a dit publiquement, qu'il voulait me faire perdre toutes mes activités. Donc c'est dit. Mais pourtant, on a entendu parler de l'idée de votre retour à iTélé. Mais vous savez, on entend beaucoup de choses qui sont fausses. Vous étiez au courant. Mais je l'ai appris par la rumeur. Vous savez, la rumeur fait bien les choses. Pourriez vous tourner à iTélé? Non, pour l'instant, non. Après, on verra bien. Qu'est-ce que va devenir iTélé? Vous pourriez travailler après Morandini? Morandini, je ne comprends pas grand-chose à cette histoire. Donc, je me méfie, vous savez, beaucoup des... Je ne connais pas bien Morandini. Il ne m'a pas vraiment défendu quand il aurait pu. Donc, je n'ai pas d'amitié particulière pour lui. Mais je me méfie toujours quand il y a une espèce vous savez, de chasse comme ça, de horde qui se jette sur quelqu'un. C'est pas mon sujet, Morandini, quoi. Voilà. Alors moi, je vais prendre un autre sujet, c'est Patrick Buisson. Il évoque le système dans lequel vous évoluez, médiatique, en disant c'est le système de la doxa conformiste. Hein, ce sont ces termes. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas dit à un moment donné, en regardant par exemple l'élection de Donald Trump, qui s'est fait contre cette doxa conformiste, qu'il y a peut-être une vie ailleurs? Mais je ne suis pas en désaccord avec ça. Je pense que pour l'instant, et Patrick Buisson ne me donnera pas tort, je le sais, puisqu'on en a parlé, il est plus important que je maintienne une position, anticonformiste dans le monde de la doxa conformiste. Je pense que c'est plus utile, je pense que c'est plus utile à mes idées, je pense que les gens m'écoutent, m'entendent, donc je pense que c'est utile. Bon, maintenant viendra peut-être le jour où il sera aussi intéressant de mettre un pied dans l'autre monde. Je vois ce que vous voulez dire. Je me vois mal être sur Twitter à envoyer 140 vous êtes sur lettres. Twitter. Je sais, je suis Twitter, mais c'est pas moi. Ben oui, d'accord, mais il y a 21 comptes Zemmour qui sont sur Twitter. Pour et contre, il y a une vingtaine qui sont sur Facebook, c'est pas vous? Je vous assure que je ne maîtrise rien. Je ne connais ni ceux qui sont pour moi, ni ceux qui sont contre moi. Aujourd'hui, il existe des réseaux sociaux, il existe une réinformation, ce qu'on appelle la réinfosphère. Mais vous voyez, je réponds à vos questions. Donc je m'y mets. Vous savez, je suis pas un gamin, je suis une ancienne génération, je suis la génération des livres. Non, c'est vrai, je suis pas un vieillard, mais je ne suis pas un gamin non plus. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, on lisait des livres et on regardait la télévision, on regardait Apostrophe et le ciné-club après. C'était ça mon monde. Je ne peux pas me refaire. Donc je continue d'être dans ce monde-là. Alors j'ai bien compris tout ce qui se passait, je regarde, j'observe. Effectivement, je trouve que la réinfosphère, comme vous dites, est passionnante et elle fait un boulot extraordinaire. Donc je ne suis pas du tout hostile, au contraire. Mais c'est vrai que je me hâte lentement. Mais ça ne veut pas dire que je rejette et que je rejetterai toujours au loin de là. Éric Zemmour, dans les prochains mois, c'est ma dernière question. Qu'est-ce qu'il fait en dehors, bien évidemment, de son travail de journaliste? Alors, je continue donc mon travail de chroniqueur et Vous ne changez pas d'ailleurs, excusez-moi, mais vous ne changez pas, on me dit de partout que vous continuez à vous promener tout seul, que vous vous baladez, qu'il n'y a pas un endroit où vous allez en conférence où il ne faut pas avant et après aller visiter, regarder tout seul ce qui se passe. Vous n'avez rien changé à votre vie? Non, j'essaye de rien changer, j'essaye. Il faut essayer de tenir sur cette ligne-là. Vous savez, j'essaie de vivre normalement. C'est très important pour garder un peu les pieds sur terre, quoi. Bon. Et puis, je travaille à un nouveau livre. Je prépare, si vous voulez, je vais être vague parce que pour l'instant, Albin Michel va crier. Non, Albin Michel va crier. Et surtout, c'est ridicule parce qu'il ne sera pas prêt avant 2018, donc ce serait ridicule. Mais je travaille en tout cas autour d'une histoire de France. Parce que je pense que la bataille culturelle
au sens de Gramsci, vous savez, va porter désormais sur l'histoire de France. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir une offensive bien pensante autour de l'histoire de France, autour de ce qu'ils appellent déjà le récit national et non pas le roman national, qui va nous inventer une nouvelle histoire de France qui sera complètement déconnectée de la réalité historique millénaire française et qui sera plus conforme, comme je le lis, comme je l'entends, aux réalités nouvelles de la population française. Ça veut tout dire. Donc ils vont nous inventer une histoire politiquement correcte, un récit national politiquement correct, islamiquement correct, féministement correct, gay correct, etc., etc. Je le vois venir, mais gros comme une maison. Je pense que c'est le nouvel enjeu. Comment ? Nous préparer Bainville la revanche. Exactement. Donc je prépare un contre-feu. Je pense que c'est indispensable de travailler là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.